Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on entame le dossier 4 qui porte sur les matériaux et la fabrication et nous parlerons donc des matériaux et de leurs caractéristiques. Commençons par définir ces critères. Donc nous parlons de la dureté pour un matériel qui ne se perce pas. Nous parlons de l'élasticité pour un matériel qui va avoir tendance à reprendre sa forme. On peut penser par exemple au bâton de hockey après un lancer frappé. Nous parlons de la résilience pour un matériel qui ne se brise pas lorsqu'il subit des chocs. On peut penser par exemple au pare-brise d'une voiture. Nous parlons de la ductilité pour un matériel qui peut être étiré. C'est ce qui nous permet par exemple de faire des fils. Nous parlons de la malléabilité pour un matériel dont on peut faire des feuilles et que ces feuilles, on peut les plier sans les briser. On peut penser par exemple au papier d'aluminium dans ce cas-là. Nous parlons de la rigidité pour un matériel qui va avoir tendance à garder sa forme lorsqu'il subit des contraintes. Nous parlons de la résistance à la corrosion pour un matériel qui ne rouille pas. Il y a deux types de conductibilité, la conductibilité électrique et la conductibilité thermique. Au niveau de la conductibilité électrique, on pense évidemment aux fils électriques qui vont nous servir à conduire le courant. Et la conductibilité thermique, nous pensons par exemple aux plaques à biscuits ou au papier d'aluminium qui vont nous servir à conduire la chaleur. J'ai parlé des contraintes, donc on va définir ces contraintes ensemble. Donc une contrainte, selon Larousse, c'est un effort exercé sur un corps dû soit à une force extérieure, soit à des tensions internes de ce corps. Pour expliquer les différents types de contraintes, nous allons utiliser un pont. Ce pont relie la ville de San Francisco à la ville de Yerba Buena. C'est un pont qui est un peu particulier parce que c'est un pont à deux étages. Autrement dit, on circule dans un sens sur l'étage supérieur et dans l'autre sens sur l'étage inférieur. La première contrainte, c'est celle qui va écraser, souvent due au poids, ou dans l'exemple ici, au poids du pont, mais aussi au poids des piliers. Donc ça va écraser les matériaux. C'est ce que nous appelons la compression. Le symbole de la compression, ce sont deux flèches vides qui poussent l'une sur l'autre. La deuxième contrainte, c'est celle qui va servir à étirer, comme par exemple dans les câbles qui soutiennent le pont. Lorsqu'on parle d'étirer, on parle de la tension ou de la traction, et le symbole, ce sont deux flèches, encore une fois vides, mais qui pointent dans des directions opposées. La troisième contrainte, c'est la contrainte qui servira à courber ou à plier si vous préférez. Pour plier, il faut évidemment avoir une force au centre très forte, alors que nous aurons deux forces plus faibles aux deux extrémités de la section concernée. C'est ce qui se passe au niveau du tablier du pont. Donc les piliers vont pousser vers le haut, alors que le poids de la voie et le poids de la structure et le poids des voitures vont forcer vers le bas au centre de ce tablier. C'est ce que nous appelons la flexion. La prochaine contrainte, c'est celle qui sert à couper. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de San Francisco, la faille de San Andreas pousse de chaque côté, ce qui fait qu'après un tremblement de terre, parfois on va avoir des voies de chemin de fer, par exemple, qui sont complètement décalées l'une par rapport à l'autre parce qu'une partie a glissé par rapport à l'autre. Donc, c'est ce que nous appelons vraiment la force de cisaillement. Et finalement, la dernière, celle qui sert à tordre,
c'est la force. C'est ce que nous appelons la contrainte de torsion. Cette force, ça s'applique constamment sur les voies, à cause des vents, en fait, qui sont au-dessus des ponts. Donc, la force du vent va pousser sur le pont et va forcer le pont à se tordre. Et évidemment, le pont va devoir faire face à cette contrainte constamment. Revoyons donc encore nos 5 contraintes. Nous parlons de compression lorsqu'on écrase, de tension lorsqu'on étire, de flexion lorsqu'on essaie de courber ou de plier un matériel, de cisaillement lorsqu'on essaie de couper un matériel et de torsion lorsqu'on essaie de tordre un matériel. Voyons maintenant les effets que vont avoir ces différentes contraintes lorsqu'on les applique sur des matériaux. En fait, il y a 3 effets possibles et pour les expliquer, nous allons utiliser 3 exemples de notre passé. Le premier s'est déroulé le 6 janvier 1998. En fait, la date n'est pas du tout anodine. C'est la journée du retour en classe de plusieurs écoliers. En Montérégie, par contre, les écoliers auront une petite surprise. Dans la nuit du 5 au 6, une importante couche de verglas a recouvert la région et a créé de nombreuses pannes électriques. C'est ce qu'on a appelé la crise du verglas. On ne s'attardera pas ici aux poteaux ou aux pylônes électriques, mais bien aux arbres. En fait, c'est que plusieurs arbres, pas tous, mais plusieurs arbres se sont courbés sous l'effet du poids de la glace et ont repris leur forme initiale au moment où est-ce que la glace a fondu. Eh bien, cette contrainte de pouvoir se déformer et reprendre la forme initiale une fois que la contrainte s'est retirée, on appelle ça la déformation élastique. Le deuxième exemple que nous verrons s'est déroulé en 1907 et il est un peu plus dramatique. En fait, nous parlions à l'époque non pas du troisième lien entre Lévis et Québec, mais bien du premier lien entre Lévis et Québec. Il s'agit de ce que nous appelons aujourd'hui le Vieux Pont de Québec. Au moment de sa construction, une erreur technique a fait que le pont s'est effondré, créant ainsi la mort de plusieurs ouvriers. Ce que nous voyons sur la photo, ce sont les poutres de métal qui se sont déformées. Et évidemment, ces poutres-là n'ont pas repris leur forme initiale par la suite. C'est ce que nous appelons une déformation permanente. Nous allons quand même prendre un instant pour parler un peu plus de cet événement qui a marqué notre passé. Au moment de la reconstruction du pont, un deuxième effondrement a eu lieu, créant encore une fois la mort de plusieurs ouvriers et créant beaucoup de questionnements au sein de la population. Les ingénieurs ont décidé par la suite, pour éviter que de telles tragédies se reproduisent, de s'associer pour avoir une uniformisation de la qualité des travaux, mais aussi de la formation des futurs ingénieurs. Et ces associations ont mené quelques années plus tard à la création de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Au moment où un ingénieur est reçu à l'Ordre des ingénieurs, il reçoit un jonc fait de fer. Et ce fer n'est pas poli. Il est donc désagréable à porter. L'ingénieur est tenu de le porter à l'auriculaire de la main qu'il utilise pour signer. La raison pour laquelle il n'est pas agréable à porter, c'est pour qu'à chaque fois que l'ingénieur appose sa signature, il se rappelle de la tragédie des ponts de Québec et qu'il comprenne toute l'importance des responsabilités de la signature d'un ingénieur. Une légende fausse, mais quand même intéressante, raconte bien, même, dis-je, que les anneaux ont été faits avec le métal utilisé pour les 2 ponts qui se sont effondrés. C'est faux, mais ça illustre bien l'importance de l'Ordre des ingénieurs du Québec et du travail fait par les ingénieurs. Le troisième événement se passe sur le pont dont nous avons parlé précédemment dans cette capsule, qui est le pont de San Francisco, le Bay Bridge. Comme nous l'avons dit, c'est un pont à 2 étages. Et en 1989, un séisme dans la région a causé l'effondrement de la partie supérieure sur la partie inférieure.
Au moment où est-ce qu'il y a bris, où il y a rupture, eh bien ça crée une déformation que nous appelons, comme je viens de le dire, la rupture. Donc reprenons nos trois types de déformation, la déformation élastique, pensons aux arbres du verglas, la déformation permanente, les poutres du vieux pont de Québec, et la rupture au niveau du Bay Bridge. Passons donc à certaines caractéristiques importantes des différents matériaux. Au niveau des matériaux organiques, on pense évidemment au bois dur et au bois mou, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc qui ne seront pas utilisés pour les mêmes raisons. Lorsqu'on parle des bois durs, on va parler de bois utilisés entre autres pour faire des planchers ou des meubles, parce qu'on a de la difficulté à les rayer. Ils ont donc une grande dureté, une grande résilience et une grande résistance. Par contre, ils sont un peu plus chers et ils sont beaucoup plus lourds que les bois mous. C'est ce que nous allons utiliser, comme je disais, pour les meubles et les planchers. Au niveau des bois mous, on peut les retrouver dans certains meubles, mais ce sera des meubles plus chers, plus légers, mais aussi plus faciles à rayer. On pense par exemple au pin. Donc, on vise à ce moment-là une plus grande légèreté, une plus grande élasticité également. Au niveau des métaux, évidemment, les métaux, on les utilise pour tous les filages et les fils électriques. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une grande conductibilité électrique et aussi une grande conductibilité thermique. Pour les autres, eh bien, ça dépend du métal. L'aluminium, par exemple, on va l'utiliser pour sa légèreté. Alors que si on parle du magnétisme, nous allons préférer utiliser le fer, le nickel et le cobalt, qui sont des matériaux ferromagnétiques, donc qui peuvent être attirés par un aimant. Certains matériaux ont une plus grande résistance à la corrosion, ce n'est pas le cas du fer, mais c'est le cas de l'acier, donc la combinaison du fer et du carbone, qui est un alliage. Et finalement, la résistance mécanique, évidemment, on parle principalement de l'acier dans ce cas-là. Donc, chaque métaux va avoir leurs propres particularités qui vont faire qu'on va les utiliser pour telle ou telle utilisation. Il existe deux types de plastiques, les thermoplastiques et les plastiques thermodurcissables. Au niveau des thermoplastiques, on les utilise principalement pour leur légèreté, mais aussi pour leur neutralité chimique et leur résistance à la corrosion. Ce qui fait qu'on va avoir des contenants dans lesquels on peut mettre de la nourriture sans avoir peur de s'intoxiquer, contrairement par exemple à certains métaux. On va aussi parler de leur élasticité et aussi principalement du fait qu'ils peuvent être recyclés. Lorsqu'on parle des plastiques thermodurcissables, on va les utiliser principalement pour leur rigidité, leur résilience et leur dureté. Évidemment, c'est pratique d'avoir des plastiques qui sont résistants à la corrosion, mais aussi qui ont une certaine neutralité chimique, comme c'était le cas pour les thermoplastiques, mais aussi pour avoir une bonne résistance à la chaleur. Au niveau des verres et des céramiques, nous allons surtout les utiliser pour le fait qu'ils soient de bons isolants électriques. Donc, c'est ce que nous allons utiliser entre, par exemple, les filages et les pylônes électriques pour s'assurer que le courant électrique ne passe pas directement au sol. Nous pouvons aussi les utiliser pour la résistance à la corrosion, encore une fois, pour la résistance à l'usure, on pense au plancher, par exemple, mais aussi pour la résistance à la chaleur et leur grande dureté. On peut penser à certains contenants où nous allons utiliser le verre et la céramique. Par contre, ils ont une certaine fragilité, donc ils vont avoir une tendance à se briser, comme on peut s'en douter quand on échappe un contenant de verre au sol. On peut évidemment modifier certains matériaux pour leur donner des nouvelles caractéristiques. Par exemple, au niveau des métaux, on peut les plaquer ou avoir un traitement à l'antirouille, dis-je, qui est un type d'huile ou de graisse, donc pour s'assurer d'éviter la corrosion de ces métaux. Au niveau du bois, pour éviter leur pourrissement, eh bien, on peut penser évidemment aux peintures, teintures et compagnie. On peut aussi les modifier pour leur donner une certaine adhérence ou, au contraire, pour assurer un bon roulement sans avoir de force de friction.
Évidemment, pour les forcer à adhérer, nous avons tendance à recouvrir la pièce d'un matériel qui va augmenter l'adhérence ou augmenter les forces de friction. Alors que lorsqu'on veut lubrifier des pièces, on peut penser à la chaîne à vélo par exemple, nous allons avoir tendance à utiliser des lubrifiants, que ce soit des graisses, de la vaseline, de la paraffine, des types d'huile, donc ce type de matériaux pour diminuer les forces de frottement. Dans certains cas, on va vouloir additionner les différents avantages des matériaux en unissant leurs forces. C'est le cas du béton par exemple. Donc, le béton est très bon pour faire face à la compression. Mais au niveau des autres contraintes, il n'est pas fameux. Donc, pour pouvoir améliorer notre matériau, on va utiliser du béton armé, ce qui est un béton dans lequel on a inséré des tiges d'acier. Le béton armé est capable de faire face aux différentes contraintes beaucoup plus efficacement et c'est la raison pour laquelle il est utilisé dans plusieurs infrastructures, dans nos ponts, viaducs et compagnie. Ce principe de l'union fait la force, on va l'utiliser à profusion dans la fabrication de nos objets. On peut penser évidemment aux alliages, où on va unir deux métaux pour en faire un alliage qui va avoir certaines caractéristiques particulières, comme l'acier, le bronze ou le laiton. Mais on peut aussi penser aux matériaux composites, comme le béton armé par exemple, ou la fibre de verre. Le principe des composites, c'est d'avoir une matrice, donc un matériel dans lequel on va utiliser des tiges de renfort, qu'on appelle justement les renforts. La matrice serait donc le béton dans le cas de notre béton armé, alors que le renfort serait les tiges d'acier. Pour l'acier, on a certains traitements thermiques qui vont nous permettre de modifier les caractéristiques du matériau et donc de leur donner des nouvelles caractéristiques. Le premier traitement thermique qu'on va voir, c'est la trempe. Donc la trempe consiste à chauffer une pièce d'acier à une température extrêmement élevée, puis de la refroidir très rapidement. À ce moment-là, l'acier va devenir très dur, donc ça va très bien résister à la pénétration, mais ça va lui donner une certaine fragilité. Évidemment, pour être capable de modifier notre métal, on ne doit pas avoir cette fragilité. Donc, on va utiliser alors le revenu, où on va modifier la pièce qui a subi une trempe. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va la chauffer à une température inférieure à celle de la trempe, puis on va la laisser refroidir lentement. L'acier conserve alors une certaine dureté, mais le processus augmente la ductilité, ce qui lui permet, dans le fond, d'être martelé et d'être façonné comme on le veut. Évidemment, vous avez tous l'image, au moment où est-ce que je dis ça, des vieilles anciennes forges où on martelait, par exemple, une épée ou un bouclier pour lui donner une certaine forme. Le recuit, en fait, c'est pour effacer toutes les traces de trempe et redonner au matériau ses propriétés d'origine. Il consiste à chauffer à une température très élevée, puis à la laisser refroidir lentement. On va utiliser ce procédé, entre autres, pour effacer les traces de soudure sur une pièce. C'est ce qui met fin à cette capsule. Vous pourrez choisir maintenant tous les matériaux pour vos futurs projets en adaptant les caractéristiques voulues. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.